Et bien cette séance, cette table ronde, je la prépare depuis cet été. Donc vous voyez, et puis le miracle fait que les personnes auxquelles j'ai pensé sont là. Mais c'est miraculeux. Alors cet été, je reçois par hasard un essai de Raphaël Gaillard qui a tant de diplômes, c'est absolument impressionnant parce qu'à la fois c'est un grand psychiatre, c'est un amoureux des lettres, c'est un normalien, c'est quelqu'un qui a une éducation comme on rêve d'en donner à nos enfants. Vous savez que dans cet amphithéâtre, on a beaucoup reçu Gilles Lapouge. Et Gilles Lapouge, qui est cet immense romancier, mais vraiment un grand romancier, Gilles Lapouge avait raconté que son envie d'écrire était venue du fait que quand il traversait le désert, d'Algérie, un désert, il traversait, la voiture était pleine. Et lui, on le mettait à l'arrière, mais à l'arrière, le visage tourné vers ce qu'il fuyait. C'est-à-dire, il a toujours vu la vie, non pas, il n'allait pas vers les choses, il se quittait. Et alors c'est très étonnant, parce qu'une fois qu'on sait ça, et il le disait avec beaucoup d'humour, une fois qu'on sait ça, on comprend pourquoi dans ces romans, il y a toujours des gens qui cherchent une frontière, et ils se trompent de frontière parce que la borne que l'on a mise, on l'a mise à l'envers. Et ça fait une sorte espèce de... À la fois, c'est un romancier de la géographie, mais à la fois, ça devient une chose un peu, on va dire le mot, un peu folle, un peu bizarre et extraordinairement poétique. Et pour en revenir à Raphaël Gaillard, lui, quand il s'en va en vacances, c'est avec tous les instruments de musique de la famille, c'est une course au musée, une course aux églises, on fait ouvrir, on regarde, c'est-à-dire ces éducations incroyablement cultivées et culturelles, en tout cas qu'on essaie d'avoir pour ses enfants pendant une certaine partie de notre vie. Donc je lis ce livre, et donc j'ai compris, ou pas compris d'ailleurs, parce que vous savez, on n'est pas obligé de comprendre ce qu'on lit. On n'est pas obligé de comprendre. J'ai une petite théorie pour dire que tout lecteur commence à lire assez difficilement le livre qu'il entreprend de lire, et puis à un moment, ça devient facile. Ça devient facile parce que c'est le lecteur qui est en train d'écrire le livre. Vous avez... Oui, ça va. Et c'est pour ça aussi que quelquefois, on n'est pas du tout d'accord avec la fin d'un livre qu'a écrit un écrivain, parce que, si vous voulez, on a pris la lecture en marche et on imagine une autre fin, pas excessivement différente. Hein. Et c'est là qu'on dit que c'est un mauvais livre. C'est un mauvais livre parce qu'il ne correspond pas. Donc, moi, ce que j'ai compris dans cet essai éblouissant d'intelligence, de compétences, de tout, etc., c'est qu'il y avait une certaine similitude entre, je ne sais pas quelle maladie psychiatrique, hein, c'est quelle fois les malades qui ont plus de l'âge dans la tête, ça s'appelle quoi? Le terme générique que j'ai conservé est celui de folie, il est discutable, mais c'est celui de folie. Là, il y a enfin, c'est à peu près le même profil entre un écrivain, un romancier et un fou. La seule différence, il me semble, c'est que le romancier produit un objet et que le fou n'y arrive pas. Ou il se produit lui-même en tant qu'objet. Alors, il y a Raphaël Gaillard qui va se détendre et qui va nous parler d'écriture. Et puis, il y a mes deux romancières préférées. Et je les préfère de façon... Combien d'années, Laurence? 10.
soyons fous, soyons fous. Et vous, Anne? Ça fait très longtemps, parce qu'il me semble, je suis une habituée de cette salle, avec grand plaisir. Il me semble que je suis venue ici au moins 4 fois, 5 fois peut-être. Et oui, nous nous connaissons grâce à nos livres, à des lectures mutuelles d'ailleurs. Vous lisez les miens, je lis les vôtres aussi, et ils se croisent, ils se frôlent. Ils sont pas de la même famille, mais ils ont quelque chose en commun. Et je parle toujours à Paul de son chamanisme. Pour moi, c'est un écrivain chaman, ce qui est très rare, ce qui est une qualité très singulière. Chaque fois que je lis un de ses livres et que je tombe sur ce moment où elle est chamane, je suis ravie, je la retrouve, c'est elle, telle que je la connais. Et c'est sa spécialité. Alors, qu'est-ce qu'ont ces romancières de particulier? C'est mes romancières préférées. J'ai une admiration sans borne pour l'une et pour l'autre. Anne Serre, c'est certainement elle se fout un petit peu du monde. Elle se fout peut-être un peu aussi d'une réussite d'un public, enfin, apparemment. Elle mène une vie assez retirée. Enfin, moi j'ai l'impression que... Pas monacale, mais retirée. Oui, retirée. Elle écrit ce qu'elle veut, quand elle veut, et ce qu'elle veut, ce sont des textes d'une liberté, mais d'une liberté totale. Alors, je crois que la liberté la plus extrême, incomparable, c'est avec votre dernier titre, qui est Notre si chère vieille dame auteur. Voilà. Alors, c'est un livre absolument bluffant, parce que vous prenez une vieille dame qui va mourir et qui donne sa dernière interview au moment de son agonie. Et puis, dans un autre coin, tous les espaces sont confondus. Tous les personnages viennent, se retirent. C'est le contraire de quelque chose de régulier, de posé avec un début, un milieu, une fin. Pendant ce temps, son narrateur se trouve dans un coin de château à expliquer une partie de la narration. Et puis on la voit sortir de son lit de mort pour rétablir les choses, mais pas les rétablir au premier degré. Elle rétablit les choses, elle interpelle le lecteur, elle se confronte à des images sublimes. Mais pendant ce temps, dans le livre, tourne un type qui est avec un blazer bleu marine, qui tourne dans une voiture blanche parce qu'il n'a pas trouvé l'endroit où s'insérer dans le texte. Et il tourne dans le texte, on le voit ici, on le voit là, et puis à la fin, clac, il va s'emboîter et ça va donner un sens. C'est difficile à faire lire quand on la raconte comme ça. Ouais. Alors vous, comment vous raconteriez? Moi, je dirais que j'ai installé cette très vieille dame auteur dans un village et j'ai fait vivre autour d'elle ce qui se passe dans l'esprit d'un écrivain lorsqu'il est en train d'écrire une histoire, ce que vous savez, ce que Laurent sait. Lorsqu'un écrivain est en train d'écrire une histoire, il se passe ces choses extraordinaires que les êtres de votre passé, les êtres qui sont morts, vos morts, les gens que vous avez connus autrefois, les gens que vous connaissez aujourd'hui, les gens que vous avez aimés dans les romans, c'est-à-dire pas des gens, des personnages que vous avez aimés dans des romans, des personnages que vous avez aimés dans des films, tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors ça marche pas à chaque coup, hein, mais là je crois que ça a un peu marché pour cela. Parfois il y en manque, il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans l'histoire, mais parfois on arrive à les convoquer, je ne sais pas comment on fait, hein, on arrive à les convoquer et tout le monde est là, les morts, les vivants, les vrais, ceux de fiction, ceux qu'on a désirés, ceux qui n'existent même pas encore, ils sont là, tous ensemble. Et quand j'écris avec le temps, maintenant j'ai publié plus de 15 romans, et maintenant je sais un peu, parce qu'au début je ne savais pas trop ce que je voulais faire et ce que je faisais, et maintenant je sais, c'est ça dont j'ai envie.
J'ai envie que tout le monde soit là, sur le même plan, au même moment. Et en fait, c'est quoi ça? C'est le paradis. C'est une image de la vie éternelle, telle qu'on nous l'a enseignée, mais telle qu'on peut aussi la ressentir et l'espérer. Cette image de la vie éternelle où on est avec tous ceux qu'on a connus, qu'on a aimés, et qui sont là au même moment. Donc voilà ce qui se passe dans mon esprit d'écrivain, de toute façon, quand je suis en train de raconter une histoire. C'est une espèce de communion des saints, hein, pour ceux qui sont catholiques, ça ressemble à ça aussi, voilà. Et donc je crois que ce roman, qui raconte diverses choses à divers strates, raconte ça, raconte ce qui se passe dans l'esprit d'un écrivain lorsqu'il se met à raconter une histoire qui est naturellement de la fiction. Moi, je n'ai jamais écrit que de la fiction, c'est-à-dire faite, c'est une chose merveilleuse, la fiction, parce que c'est un tissu très particulier qui est fait de bribes, tout petites parfois, de bribes de souvenirs, de bribes de votre expérience, mais des petites bribes, des brindilles, et de votre imagination. Et dans la vie, l'expérience et l'imagination ne sont pas réunies. Vous savez bien, dans la vie, ce qui relève de vos souvenirs, de votre vie réelle, de ce que vous avez vécu, et puis ce qui relève de votre imagination. Quand on se met à écrire une histoire, là aussi, deuxième opération incroyable, quand on se met à écrire une histoire, ces choses se mêlent à tel point que soi-même écrivant l'histoire, on ne sait plus très bien si ceci a appartenu à votre passé, à votre vie, à votre expérience, et si cela, vous l'imaginez, ou sinon, c'était bien là. Et ça se mêle, et ça forme un même tissu. Ce qui est une espèce d'opération alchimique, en quelque sorte, de transmutation, voilà, donc, voilà, entre autres, ce que raconte, il raconte encore d'autres choses, mais voilà, entre autres, ce que raconte ma si chère vieille dame auteur, ce roman-là. Laurence Cosset, j'ai aimé tous vos livres, qui sont différents les uns des autres, et qui sont tellement bien inscrits dans notre temps, et qui semblent, j'allais dire, extrêmement carrés. Vous prenez un thème, et puis vous le racontez. Bon, il y a le livre historique, mais si je prends un des romans que j'aime particulièrement, Le Point du voile. Vous partez, alors il faudra expliquer comment vous partez, de cette idée qu'un jour, un jésuite, dans une jésuitière, reçoit dans une enveloppe de papier craft l'épreuve de l'existence de Dieu. La preuve. Oh. Tant que c'est une épreuve, c'est pas très sérieux. Et je ne l'ai pas lu depuis 20 ans ou 25 ans, mais moi aussi. Alors non, peut-être. Et au fond, il en est un peu dérangé, et cette preuve, il va la transmettre comme ça, et ça arrive peut-être jusqu'au pape, non? Oui, il arrive jusqu'au pape. Non, on n'en préserve pas. On n'en préserve pas. Oui, il faut le préserver, parce que c'est terrible, quoi. D'abord, alors dites-moi. Alors, moi, je vais répondre à tout ce que vous me demandez, mais je voudrais... Oui, mais allez-y. Dans votre émission, après ou maintenant, interroger un peu Anne-Céleste. Oui, d'accord. Oui. Peut-être quand même d'ajouter tout de suite quelque chose qu'elle vient de dire. Vous avez parlé de votre livre en disant ce qu'il raconte. Je crois que c'est très insuffisant. Votre livre, c'est une féerie. Vous avez parlé de fiction, vous avez parlé de l'éternité. Je voudrais quand même qu'on ne masque pas la dimension féerique. C'est-à-dire qu'on est là, quand on lit ça, pris dans une espèce de vertige, absolument charmant au sens le plus fort, qui exerce un charme formidable. Donc, d'abord, on est très perdu, on n'a jamais rien lu de tel. On n'a rien lu de tel. Voilà, on se dit, où est-ce qu'elle a trouvé tout ça? Comment ça lui est-il venu? Vous l'avez un petit peu dit. Mais qu'on ne croit pas que ce soit une histoire. Et moi, j'adore ces textes dont jamais on ne pourra faire un film. Ça, c'est de la littérature. C'est de la littérature pure. Voilà. C'est de la féerie littéraire pure. Raconter ce que raconte, c'est un peu comme raconter, comme essayer de raconter ce que raconte un feu d'artifice. Vous voyez, c'est pas le cœur de l'affaire. Voilà. Donc, j'ai admiré l'extrême originalité, l'extrême singularité, l'extrême liberté
extrême capacité imaginaire. Alors, pour répondre à ce que vous disiez de ce livre, qui pour moi aussi est une histoire, ce que j'aime énormément dans l'exercice littéraire, dans le travail de la fiction, c'est que tout est possible. Voilà. Dans notre vie réelle, nous sommes très peu libres, me semble-t-il. Le seul endroit où on soit vraiment libre, c'est avec un crayon et un papier. Donc là, l'idée, qui était une idée assez vague, c'était ce serait drôle de faire un roman qui poserait à la page 1 que la preuve de l'existence de Dieu est faite. Voilà, qu'est-ce qui s'en suivrait? Alors, non seulement c'est impossible, mais c'est impensable dans la tradition chrétienne. Le christianisme est fondé sur le doute. Il n'y a pas de preuve de la résurrection, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Ça fait 2000 ans que de beaux esprits essayent d'en trouver. C'est pourquoi je relevais les preuves. Ils ont trouvé beaucoup de preuves, mais jamais de la preuve. Donc c'est impossible, c'est impensable, c'est infaisable. Et cependant, vous le mettez à la page 1 d'un livre, c'est le socle du livre, et il y a un effet de vérité effectivement un peu magique qui se produit, c'est qu'on peut faire une construction sur cet impensable, impossible. Voilà, ça c'est très très amusant. Alors, un second livre, je vais en citer 3. Et puis on peut donner à cette espèce de... Enfin, cette hyperfiction, à cette imagination, on peut lui donner toutes les apparences de la réalité et de la véracité. Donc là, je mets en jeu des ministres très réalistes, des religieux qui ressemblent beaucoup à des jésuites, bien que je les appelle des casuistes, etc., etc. Oui. Donc tout à l'heure, quand je disais que c'est très carré, en fait, ça donne l'impression de réalité, mais c'est un récit c'est un récit fou. Un second... J'assume et j'accepte. Un récit fou. Un second livre, que j'ai beaucoup aimé, c'est sur le patrimoine, ça s'appelle le Mobilier National. Le Mobilier National, c'est une réunion d'énarques qui un soir constate que c'est un livre qui a 15 ans. Oui, au tournant du siècle. Au cours d'une soirée, il se rend compte que le Mobilier National, c'est les églises et cathédrales vont mal. Donc il faut comment les restaurer, et puis il décide qu'il faut simplement les détruire. Et donc ces énarques s'en vont détruire des... Non, alors c'est pas un groupe d'énarques, c'est un type seul, parce qu'il se serait empêché de nuire mutuellement. C'est un type seul qui est très très fatigué, qui a eu des grands chagrins, que sa femme traite mal, qui boit trop. Et d'ailleurs, mon éditeur m'a approché, il m'a dit il y a trop d'alcool dans ce livre. C'est quand même une nécessité romanesque. Et donc, le type est très très mal. Et tout d'un coup, au cours d'un dîner, il entend un monsieur qui veut se faire rousser dire il y en a trop, elles coûtent horriblement cher, elles sont très fragiles, contrairement à un mythe bien établi. Il faut en détruire, les trois quarts, on n'y arrivera pas autrement. Il faut les vendre. J'ai entendu ça moi, à un dîner. Il faut les vendre aux Japonais, il faut les privatiser, etc. Aussitôt, je me suis dit, c'est pour moi, c'est un sujet. Donc, le type seul qui se trouve être directeur du patrimoine et qui n'endort plus depuis des mois se dit, oui, mais c'est bien sûr, je vais faire comme De Gaulle, tout seul, je vais changer le cours de l'histoire, surtout n'en parlant à personne. C'est vrai que c'est une histoire de fou, mais il est à 2 doigts de réussir. Il est à 2 doigts de réussir. Voilà. Là aussi, il faut un peu de folie pour écrire un roman. Comme m'a dit aussi mon éditeur, qui décidément n'était pas marrant, on sait la fin, on sait qu'elles seront toujours là. Bon, d'accord, mais dans mon livre, on ne sait pas si elles vont être toujours là. Et puis, alors, je prends un troisième exemple, parce que vos livres me font rire aussi, mais énormément rire. Ça s'appelle le 31 du mois d'août, et le 31 du mois d'août, vous savez que Lady Diana a trouvé la mort dans un... Voilà. Et donc, Laurence s'occupe de cette affaire de Lady Diana. Très peu, c'est-à-dire elle imagine la vie de la personne qui a provoqué l'accident, c'est une jeune femme dans une Fiat Uno, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Avec ça, j'ai réussi une prouesse de marketing, j'ai réussi à me mettre à dos tous ceux qui vénèrent Lady Diana et tous ceux qui sont exaspérés par elle, c'est-à-dire la totalité des cas. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Cette affaire ne m'a pas du tout intéressée. La personne ne m'intéressait pas. Cette affaire, à mon avis, est un fait divers du samedi soir. Je suis très très triste que cette jeune mère soit passée de vie à trépas si vite, mais à part ça, je n'en ai pas réellement pleuré. Mais ce qui m'a fasciné, c'est l'ampleur que le fait a pris dans la suite des jours. Moi, j'ai travaillé sur la presse quand j'ai écrit ce livre quelques années plus tard. C'est inouï. Le Monde pendant 10 numéros, Le Figaro pendant 8 numéros, Libération pendant 8 numéros. C'est absolument insensé, c'est un énorme soufflet. Et
Et dans cet énorme battage médiatique, le fait divers le plus médiatisé, à mon avis, avant l'affaire Strauss-Kahn, qui l'a détrôné, dans cet énorme tapage médiatique, il y a un point noir, une véritable énigme, qui est qui était au volant de la petite voiture qui a provoqué l'accident, puisqu'elle a obligé la Mercedes de la princesse qui allait à fond de train à faire un zigzag, après quoi elle est partie en crabe et elle s'est écrasée dans un pilier sous le pont d'Alma devant cette petite voiture. Or, cette petite voiture, dont on a su après que c'était une Fiat Uno blanche, elle était conduite par quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous savez ce qu'il a fait? Ce quelqu'un qui a provoqué l'accident, bien malgré lui, qui en a été le témoin numéro 1, puisque ça s'est passé sous ses yeux, il a appuyé sur le champignon, il est parti, et ce qui est plus fort, on ne l'a jamais retrouvé. Et il y a eu 3 enquêtes de police, une française, une anglaise, et puis une deuxième française, une troisième au État. On ne l'a jamais retrouvé. Et ça m'a impressionné. Je me suis dit, comment fait-on quand on est un individu normalement inséré socialement, qui est assez plausible, dans le cas d'espèce, comment fait-on pour échapper à toute une police, à une traque planétaire, la traque non seulement des polices de la justice, mais surtout de la presse? Voilà. Comment fait-on? Donc, c'est cette histoire-là. C'est très amusant aussi. L'imagination peut se nicher dans les trous noirs de la réalité. Elle fait souvent l'imagination romancière. Il y a une énigme, c'est pas béni pour les romanciers, puisque toujours dans les apparences, dans le cadre fourni par le réel, et là j'avais suivi jour après jour le déroulement de l'affaire, j'ai vraiment travaillé très méthodiquement sur la presse, à l'époque, sur le calendrier réel. Dans ce cadre réel, vous avez un trou noir, et dans ce trou noir, vous faites ce que vous voulez. Moi j'imaginais que la conductrice avait 25 ans, c'était une femme, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle était à 50 à l'heure à l'entrée du tunnel, un samedi soir à minuit. Aucun homme ne prend ce tunnel. Donc, vous voyez là aussi une forme de rationalité. Oui, une rationalité. Dans la dinguerie, une forme de rationalité. Ça ne peut être qu'une femme. J'ai dit autant qu'elle soit jeune et gironde, parce que c'est plus agréable pour les lecteurs, pour moi aussi, etc., etc. Donc une espèce de logique, c'est un peu la logique des fous, je crois. Une espèce de logique dans l'idée logique qui fait le roman. Il faut quand même dire,